Bienvenue aux visionnaires et aux penseurs. Avant de nous plonger dans cette histoire d'ambition, de trahison et d'un retour triomphal qui vous coupera le souffle, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos narrations qui défient l'impossible. Votre soutien nous aide à continuer de raconter ces histoires fascinantes. L'air dans l'opulent salon Goya du Palais Royal de Madrid était dense de l'odeur du succès et de la ruse. Fernando Alcázar se dressait au centre, un roi dans son propre esprit, son bras enveloppant possessivement sa toute nouvelle et parfaite épouse, Sofía. Il était l'homme qui avait tout, l'étoile montante de la banque d'investissement madrilène, la mariée magnifique, l'envie de chaque âme présente. Il parcourut la foule brillante du regard, un sourire suffisant aux lèvres. Mais alors un silence étrange tomba, un halètement individuel, puis un autre. La mer de smoking et de robes s'ouvrit, et tous les regards se dirigèrent vers la grande entrée. Une femme s'y tenait, une vision en soi émeraude, son assurance une force de la nature. Et à son bras, Ricardo Montenegro. Le Ricardo Montenegro. À cet instant, le monde parfaitement construit de Fernando Alcázar commença à s'effondrer. La gala annuelle, héritage de Madrid, n'était pas une simple fête. C'était l'arène ultime de l'élite sociale et financière de la capitale espagnole. C'était un lieu où les fortunes se mesuraient en silence, les alliances se forgeaient au champagne, et les réputations se faisaient ou se brisaient sans pitié, sous la lumière de colossaux lustres en cristal. Ce soir-là, Fernando Alcázar sentait qu'il était sur le point de consolider, de manière irrévocable, la sienne. Il ajusta les manchettes de son smoking, fait sur mesure, le mouvement exercé et fluide. Chaque détail était soigneusement préparé pour ce moment. La montre à son poignet, une Rolex Cellini, était un clin d'œil subtil à l'argent ancien, un choix délibéré par rapport à quelque chose de plus ostentatoire. Sa nouvelle épouse, Sofía Vargas, était son acquisition la plus précieuse. Vêtue d'une impressionnante robe de mariée, pronovias blanche, ses cheveux blonds relevés en un élégant chignon. Elle ressemblait moins à une personne et plus à une statue inestimable prenant vie. Elle avait 24 ans, avec une lignée d'une respectable, bien que pas excessivement puissante, famille de la haute société valencienne. Ce qui était le plus important n'était pas Carmen. « Tu vois les Soler là-bas ?» murmura Fernando à l'oreille de Sofía, sa voix un doux bourdonnement d'excitation. « C'est Don Eduardo Soler. Il contrôle le plus grand fonds de capital investissement de la péninsule. Nous devons faire bonne impression. » Sofía sourit, un sourire parfait et exercé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux bleus. « Bien sûr, chérie, je serai charmante. » Elle était toujours charmante. C'était sa fonction principale. Fernando l'avait entraînée pendant des semaines, l'instruisant sur les noms, les affiliations et les subtils signaux conversationnels des gros bonnets de la ville. Il avait besoin que cette soirée soit impeccable. Sa récente promotion au poste de vice-président senior chez Alcázar et Associés, une firme dans laquelle il s'était frayé un chemin à coups de griffes, était encore fraîche. Ce gala était son couronnement, la déclaration publique qu'il était arrivé. Il avait laissé derrière lui son passé, s'était débarrassé du lest et avait amélioré chaque aspect de sa vie. Son regard parcourut à nouveau le gala, cataloguant les assistants. La famille banquière La Vega, près de la tapisserie flamande. Un ministre des Finances debout près du bar. Des magnats de la technologie et des titans de l'immobilier mélangeaient leur patrimoine net collectif, suffisant pour renflouer un petit pays.
et tous étaient des gens qu'il considérait maintenant comme ses égaux. Il avait réussi. Le garçon d'un quartier modeste de Séville avait disparu, remplacé par ce titan de la finance. Son succès, se disait-il, était entièrement le sien. Commodément, il avait oublié les innombrables nuits blanches alimentées par du café bon marché et la foi inébranlable de la femme qui les avait partagées avec lui. Il avait effacé le souvenir de Carmen Herrera, son ex-femme, étudiant des modèles financiers jusqu'à l'aube. Son esprit brillant, trouvant des modèles et des opportunités qu'il avait négligées. Il avait réécrit leur histoire commune en un récit solo de son propre génie. Carmen, dans sa nouvelle version du passé, était un poids dont il avait dû se débarrasser pour s'élever. Elle était sensée, intelligente, mais en fin de compte, elle n'était pas une femme qui pouvait se tenir à ses côtés dans une salle comme celle-ci. Elle était simple, s'était-il convaincu. Elle manquait de la grâce soignée et sans effort d'une femme comme Sofia. « Fernando, chéri, c'est Monsieur de la Riva », chuchota Sofia, lui donnant une douce pression sur le bras. La concentration de Fernando revint brusquement. Don Javier de la Riva, l'associé principal de la firme, s'approchait avec sa femme au bras. C'était le moment de la reconnaissance. « De la Riva !» dit Fernando, tendant une main avec une confiance exercée. « Une soirée spectaculaire », répondit de la Riva, sa poignée de main ferme, mais ses yeux évaluant avec froideur. La firme est très satisfaite des nouveaux chiffres du comte de Ségovie. Bon travail, il regarda Sofia. Et ceci doit être la nouvelle Madame Alcazar. Un plaisir. Le plaisir est tout pour moi, Monsieur de la Riva, dit Sofia, sa voix un tintement doux et mélodieux. La conversation fut brève, pleine des politesses vides de leur classe, mais pour Fernando, ce fut une validation profonde. De la Riva l'avait reconnu. Il avait loué son travail devant sa nouvelle femme. Il n'était plus seulement un junior prometteur. Il était un égal. Alors que les de la Riva s'éloignaient, Fernando ressentit une vague de triomphe pur et sans mélange. Il se tourna vers Sofia, ses yeux brillants. « Tu as vu ça? Il le sait. Tout le monde le sait. »« Bien sûr que oui, chérie, » dit-elle en lui tapotant la poitrine. « Tu es brillant. » Il se pencha pour l'embrasser, une démonstration publique d'affection qui avait plus à voir avec le marquage de son territoire qu'avec une passion authentique. Il était le vainqueur. Il avait gagné la guerre qu'il avait menée contre ses propres insécurités, contre son passé. Il avait la carrière, le statut et la femme parfaite. Carmen était un souvenir lointain et s'effaçant, une note de bas de page dans son ascension épique. Il l'imaginait maintenant, probablement chez elle, dans le modeste appartement que le divorce lui avait laissé, regardant peut-être une émission de télévision banale, complètement étrangère au monde brillant qu'il habitait maintenant. La pensée le remplit d'un sentiment sombre et satisfaisant de justice. Il avait eu raison de la quitter. Il avait eu raison surtout. L'orchestre commença à jouer un morceau classique doux, et le murmure de la conversation remplit la vaste salle. Les serveurs, en veste blanche impeccable, se déplaçaient en silence parmi la foule, remplissant les coupes de champagne. Fernando prit une gorgée du sien, les bulles une métaphore parfaite de son humeur effervescente. Tout était parfait, absolument, indéniablement parfait. Et alors l'atmosphère changea. Cela ne commença pas par un son, mais par une sensation, un changement subtil dans l'énergie de la salle, comme une chute de la pression barométrique avant une tempête. Une conversation près du grand escalier vacilla. Une tête se tourna, puis une autre. Le silence se répandit comme une onde dans un étang,
une vague de mutisme qui se déplaçait depuis l'entrée. L'orchestre sembla s'estomper en arrière-plan. Fernando fronça les sourcils, agacé par l'interruption. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, suivant le regard de Sophia vers l'arche de marbre. La foule s'ouvrait, non pas précipitamment, mais d'une manière lente et révérencieuse, créant un large couloir. Au début, Fernando ne put voir la cause de la perturbation. Puis, à travers la brèche, il la vit. Pendant un moment, son cerveau refusa de traiter l'image. C'était comme voir un fantôme, mais un fantôme qui avait été refait par un maître artiste. Carmen Herrera était à l'entrée, mais ce n'était pas la Carmen dont il se souvenait. La femme qui l'avait écartée avait disparu. À sa place se trouvait une figure d'une élégance et d'un pouvoir impressionnant. Elle portait une robe en soie d'un vert émeraude profond qui moulait sa silhouette, la couleur un ton joyau surprenant contre la mer de noir, de blanc et de pastels éteints. Ses cheveux sombres, qu'elle avait l'habitude de porter dans un style simple et pratique, étaient maintenant coiffés en ondes de glamour en cascade, qui encadraient un visage qui était à la fois familier et complètement nouveau. Les lignes d'épuisement et de stress dont il se souvenait avaient disparu, remplacées par une clarté aiguë et intelligente. Ses yeux, qu'il avait autrefois qualifiés de trop sérieux, contenaient maintenant un feu calme et dominant. Elle ne portait pas de collier, seulement une paire d'impressionnantes boucles d'oreilles en diamant et émeraude qui captaient la lumière et un bracelet assorti sur un poignet fin. Mais ce n'étaient pas seulement les vêtements ou les bijoux. C'était sa posture, la façon dont elle se tenait avec une sérénité inébranlable qui ne parlait pas d'arrogance, mais d'une absolue assurance. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle était simplement présente. Et alors, Fernando vit l'homme à son bras. C'était Ricardo Montenegro. Le nom frappa Fernando comme un coup physique, le laissant sans souffle. Ricardo Montenegro n'était pas seulement riche. C'était une légende, une figure reclue, presque mythique dans le monde de la finance et de la technologie. C'était de l'argent ancien d'une famille qui avait aidé à construire les fondations de la ville. Mais il avait multiplié cette fortune par 10 avec une série d'investissements technologiques étonnamment prévoyants. Il assistait rarement aux événements publics, et quand il le faisait, c'était une nouvelle importante. Il était connu pour sa ruse impitoyable en affaires et son mépris absolu pour le genre d'exhibitionnisme social qui définissait des événements comme ce gala. Le voir ici était un choc. Le voir avec Carmen était une impossibilité. C'était une faille dans l'univers. Alors qu'il commençait à marcher vers la salle de bal, la chose la plus étonnante se produisit. Eduardo Soler, l'homme que Fernando avait été si désespéré d'impressionner, redressa sa posture et hocha respectueusement la tête en direction de Montenegro. Javier de la Riva, le propre patron de Fernando, fit un demi-pas en avant, comme pour les saluer avant de se raviser. Un par un, alors que Carmen et Ricardo passaient, des hommes et des femmes puissants, les titans de l'industrie et de la société, arrêtèrent leur conversation. Certains des messieurs plus âgés, piliers de l'établissement, inclinèrent même légèrement la tête. Ce n'était pas un geste formel, mais c'était un signal clair et indubitable de profond respect. La salle ne les remarquait pas seulement, elle se référait à eux. Tout le monde se tint un peu plus droit. L'équilibre du pouvoir dans la salle la plus puissante de Madrid venait de basculer sur son axe. Fernando sentit une terreur froide le parcourir. Sa nuit parfaite, son couronnement, venait d'être détourné. Il regarda Sofia, et pour la première fois, il vit un éclat de confusion et de doute dans ses yeux bleus parfaits. Elle regardait Carmen,
puis lui, une question se formant sur ses lèvres. Son ex-femme, la femme qu'il avait considérée indigne de ce monde, venait d'entrer et l'avait capturé sans dire un seul mot. Et elle l'avait fait au bras d'un homme dont Fernando ne pourrait jamais espérer échapper à l'ombre. La victoire qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt se transforma en cendres dans sa bouche. Le silence qui était tombé sur le grand salon était une entité vivante. C'était un vide sonore rempli seulement par le poids de 1000 questions non posées. Carmen Herrera se déplaçait à travers ce silence, comme si c'était son élément naturel. Chaque pas était délibéré, sans hâte. Elle ne scannait pas la salle nerveusement, comme le ferait un nouvel arrivant. Au lieu de cela, son regard était serein, son expression calme, hochant occasionnellement la tête, avec un petit sourire gracieux qui était à la fois chaleureux et complètement impénétrable. Fernando l'observait, paralysé. C'était une Carmen qu'il n'avait jamais connue. La femme qu'il avait épousée était brillante. Oui, mais elle avait toujours porté une certaine humilité, une timidité tranquille. Elle préférait les bibliothèques aux salles de bal, les débats de fond aux conversations triviales. Il avait appelé cela un manque de grâce sociale. Maintenant, en l'observant, il le voyait pour ce que c'était vraiment. Un manque complet d'intérêt pour les jeux triviaux pour lesquels il vivait. La femme qui marchait vers le centre de la salle ne manquait pas de grâce. Elle opérait simplement sur un plan supérieur. Son ancienne robe n'était pas de Pronovias ou d'Oscar de la Renta, les créateurs préférés des épouses de la société. Plus tard, il apprit que c'était une pièce faite sur mesure par un créateur britannique moins connu, mais férocement exclusif. Un créateur préféré par la royauté européenne. C'était une déclaration d'individualité, pas de conformité. C'était un choix qui disait « Je ne suis pas vos tendances, je suis la tendance ». Et puis il y avait Ricardo Montenegro. C'était un homme qui semblait absorber la lumière autour de lui au lieu de la refléter. Vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté qui n'était remarquable que par son austère simplicité, il irradiait une aura d'immense et silencieux pouvoir. Il n'était pas beau de la manière conventionnelle et ciselé que l'était Fernando. Ses traits étaient plus affûtés, plus sévères, ses yeux d'un gris perçant qui semblait voir à travers toutes les façades. On aurait dit qu'il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une panthère, sa présence si dominante qu'elle faisait paraître tous les autres hommes de la salle comme une pâle imitation. Il ne tenait pas le bras de Carmen. Il l'accompagnait. Il y avait une différence subtile. Sa main reposait légèrement dans le bas de son dos, un geste qui était à la fois protecteur et profondément respectueux. C'était le geste d'un égal, d'un partenaire. Le cœur de Fernando battait dans sa poitrine comme un oiseau frénétique et piégé. Son esprit tournait en rond, essayant de donner un sens à l'impossible tableau devant lui. Carmen et Ricardo Montenegro. Comment? Alors que le divorce avait été finalisé il y a un peu plus d'1 an, il l'avait laissée avec une misère, la coinçant légalement dans un accord qui lui donnait le contrôle de leur entreprise d'analyse fondée conjointement et la majorité de ses actifs. Il s'était dit qu'il était intelligent, impitoyable. Il l'avait laissée avec juste assez pour vivre, mais pas assez pour être une menace. Il l'avait imaginée brisée, vaincue. La femme qu'il regardait n'était pas brisée. Elle était forgée. « Fernando, qui est-ce » La voix de Sofia fut un chuchotement aigu qui le sortit de sa stupeur. Le charme avait disparu, remplacé par une insécurité brute. Avec Ricardo Montenegro, Fernando ne put répondre immédiatement. Admettre qui elle était ressemblait à admettre une erreur de jugement catastrophique.
C'est Carmen! » Finalement, il réussit à dire le nom, le sentant étrange sur sa langue. Le visage parfaitement maquillé de Sophia se tordit d'incrédulité. « La Carmen! Celle que tu as dit être du genre bibliothécaire, celle qui ne pouvait pas gérer ce genre de vie. » Ces mots étaient des poignards qui remuaient le couteau de ses propres mensonges. Il avait peint un tableau de Carmen pour Sophia, une femme ennuyeuse et sans ambition qui le freinait. Il avait besoin que Sophia croie cette histoire pour qu'elle se sente comme une amélioration, un prix qu'il avait gagné à juste titre. Il avait besoin de le croire lui-même. « Les gens changent », murmura-t-il, l'excuse sonnant pathétique même à ses propres oreilles. À mesure que Carmen et Ricardo s'approchaient, Fernando put voir les détails subtils. Sa peau était impeccable, lumineuse d'un éclat sain, qui parlait de repos et de bien-être. Un contraste marqué avec la femme perpétuellement épuisée, dont il se souvenait des dernières années de leur mariage. Et il y avait une légèreté dans son expression, une absence de l'inquiétude qui avait auparavant gravé de fines lignes autour de ses yeux. C'était le regard d'une personne qui n'avait plus à lutter pour sa propre survie. Ils s'arrêtèrent pour parler avec l'aide de la Vega, le patriarche de l'ancienne dynastie bancaire, saluant Ricardo avec une chaleur familière et Carmen avec une curiosité et un respect authentique. Fernando observa, l'estomac retourné par un cocktail toxique de fureur et d'envie. C'étaient les gens qu'il était censé charmer. C'était son cercle. Mais les de la Vega lui accordèrent à peine un regard en biais. Toute leur attention, tout le capital social, dans ce coin de la salle. Maintenant, cela se concentrait sur la femme qu'il avait jetée. Le plus irritant était que Carmen semblait complètement indifférente à sa présence. Elle n'avait même pas regardé dans sa direction. C'était comme s'il n'existait pas. Son attention était entièrement sur ses conversations, sur l'homme à ses côtés. Ce n'était pas une performance pour son bénéfice, ce n'était pas un complot de vengeance. C'était sa vie maintenant. La compréhension fut plus dévastatrice que n'importe quelle confrontation publique. Il avait été si central dans sa vie, le soleil autour duquel tournait son monde. Maintenant, il n'était même plus une étoile lointaine. Il était insignifiant. Don Javier de la Riva, son patron, commença à marcher vers le groupe de Ricardo, avec un regard calculateur dans les yeux. Un partenariat avec n'importe laquelle des entreprises de Monténégro serait un coup monumental pour Alcázar et associés. Fernando instinctivement commença à avancer, voulant intercepter son patron, s'insérer d'une manière ou d'une autre dans la conversation et revendiquer une connexion. « Fernando, non !» siffla Sophia, ses doigts plantés dans son bras comme des griffes. Ses instincts sociaux étaient plus aiguisés que les siens à ce moment-là. Elle comprenait ce qu'il ne comprenait pas. S'approcher d'eux maintenant le ferait paraître désespéré, pathétique. Un solliciteur mendiant des miettes de la nouvelle table, infiniment plus puissante, de son ex-femme. Il resta paralysé, enraciné sur place, obligé d'observer son patron s'approcher de Carmen. Il vit de la Riva sourire, un sourire authentique d'admiration, et lui serrer la main. Il ne put entendre ce qui se disait, mais il put voir l'animation sur le visage de son patron, la différence dans sa posture alors qu'il parlait avec Ricardo. Il vit Carmen rire, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années, un son libre, sans fardeau, qui résonna à travers la salle de bal et le frappa directement au cœur. Il sentit une vague de vertige. La salle, qui quelques instants plus tôt semblait être son royaume, ressemblait maintenant à une cage dorée, et il était l'objet exposé.
Chaque chuchotement semblait être à propos de lui. Est-ce que son ex-mari, celui avec la petite blonde, tu imagines laisser partir une femme pareille? Il doit être absolument malade. Il regarda Sophia. Le blanc diamant de sa robe semblait soudain criard. Sa perfection juvénile, fragile. Elle le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un mélange d'accusation et de pitié. Elle avait attaché son char à une étoile montante, seulement pour voir une supernova l'éclipser. À ce moment-là, il sut que la base de leur relation, construite sur l'échafaudage fragile de sa supposée supériorité, venait de se fissurer. De l'autre côté de la salle, Carmen se tourna enfin. Ses yeux froids et distants balayèrent la foule, et pendant une fraction de seconde, ils rencontrèrent net les siens. Il n'y avait pas de colère dans son regard, ni haine, ni triomphe. Il n'y avait rien du tout. Juste un éclair de reconnaissance. Le genre que l'on pourrait accorder à un meuble familier dans une pièce que l'on ne fréquente plus. Puis elle se tourna vers Ricardo Montenegro, et Fernando Alcázar cessa d'exister. La Carmen Herrera qui existait dans la mémoire soigneusement construite de Fernando était une créature de feuilles de calcul et de pulls délavés. Son histoire, telle qu'il la racontait maintenant, commençait avec son ambition et se terminait par son incapacité à suivre le rythme. Mais la vérité, enterrée sous des années de révisionnisme égoïste, était très différente. Ils s'étaient rencontrés à l'école de commerce de l'IU. Il était le réseauteur charismatique avec un talent pour les présentations. Elle était le génie tranquille qui pouvait déconstruire un instrument financier complexe dans sa tête. Tandis que Fernando charmait les professeurs et construisait un réseau social, Carmen gagnait des prix académiques et publiait un article sur les algorithmes prédictifs de marché qui était des années en avance sur son temps. Ils étaient un couple parfait. Il était le visage. Elle était le moteur. Dans leurs premières années, vivant dans un appartement exigu d'une chambre dans le quartier de La Latina, cette dynamique avait été leur force. Ce fut Carmen qui restait jusqu'à 3 heures du matin pour peaufiner le plan d'affaires de ce qui deviendrait leur première entreprise, une start-up d'analyse appelée Logos Analytics. Ce fut son algorithme qui forma le noyau de leurs produits, un outil qui pouvait prédire le comportement du consommateur avec une précision étonnante. Fernando, avec son charme poli, fut celui qui vendit cette vision au capital risqueur. Il était brillant pour cela. Mais il vendait le travail d'elle. « Nous sommes une équipe, Fer », avait-elle l'habitude de dire, ses yeux brillants de passion alors qu'elle dessinait du code sur un tableau blanc. « Tu es les ventes et je suis le gouvernail. Ensemble, nous pouvons aller n'importe où. » Et pendant un temps, ils le firent. Logos Analytics décolla. Ils déménagèrent dans un meilleur appartement, puis dans un loft à Malasagne. Fernando devint le visage public de l'entreprise, le jeune entrepreneur célèbre en couverture des magazines. Carmen préférait rester en arrière-plan en tant que directrice de la technologie. Elle ne désirait pas les projecteurs. Elle désirait le travail, le défi du problème. Elle croyait en leur rêve commun. Elle croyait en lui. Les premières fissures apparurent lorsque Alcázar et associés fit une offre pour acquérir Logos. C'était une somme énorme, une quantité d'argent qui changeait des vies. Mais l'accord venait avec la condition qu'il voulait de Fernando, le faiseur de pluie charismatique, pour rejoindre leur firme en tant que vice-président. Il voyait Carmen comme une technicienne brillante, mais remplaçable. « Ils ne comprennent pas, chérie », avait argumenté Fernando, faisant les 100 pas dans leur salon impeccable. « C'est notre entrée. Une fois que je serai à l'intérieur, je pourrai m'assurer qu'ils valorisent ton travail. Je peux construire tout un département autour de toi. C'est comme ça qu'on monte de niveau. » Carmen hésitait.
Renoncerions-nous à notre indépendance, Fernando? Renoncerions-nous à notre entreprise? Nous assurerions notre avenir, répliqua-t-il, sa voix montant. Tu ne vois pas que ce n'est plus un appartement d'une chambre à la Latina? C'est la Ligue majeure. Nous devons être intelligents. Il le cadra comme un mouvement stratégique pour tous les deux, mais ce fut la première fois que leurs ambitions divergèrent vraiment. Ils voulaient le statut, la validation d'un nom établi. Elle voulait continuer à construire ce qu'ils avaient commencé. À la fin, son amour pour lui et sa confiance en leur partenariat la firent céder. Elle accepta la vente. L'argent le changea, ou peut-être qu'il révéla simplement qui il avait été tout le temps. Le garçon de Séville était profondément incertain, et la vaste richesse et l'accès ne firent qu'amplifier son besoin de validation externe. Il commença à dépenser prodigalement en vêtements, voitures et montres. Il devint obsédé par le fait d'être vu dans les bons restaurants avec les bonnes personnes. Carmen, qui trouvait toujours plus de joie à résoudre un problème de codage complexe qu'à un dîner à 1 000 €, commença à se sentir comme une ancre vers un passé dont il cherchait désespérément à fuir. Il commença à faire de petits commentaires blessants. « Cette robe fait un peu académique, tu ne crois pas? Oh, tu devrais me laisser parler lors de ces événements, chérie. Tu te perds un peu dans les détails techniques. » Il minait subtilement et systématiquement sa confiance, reformulant ses plus grandes forces comme des passifs sociaux. Puis vint Sophia. C'était une stagiaire dans la firme, aux yeux brillants et adoratrices. Elle riait de toutes les blagues de Fernando. Elle le regardait comme Carmen avait l'habitude de le faire, avant que l'épuisement et la désillusion ne s'installent. L'aventure fut un cliché d'école. Il commença à travailler tard, à faire des voyages d'affaires le week-end. Carmen n'était pas naïve, mais elle était loyale. Elle essaya de croire ses excuses de plus en plus faibles, se disant que c'était juste la pression de son nouveau poste. La découverte fut brutale et froide. Un relevé de carte de crédit oublié sur son bureau, détaillant des frais pour une suite à l'hôtel Ritz et des bijoux de Suarez. Des achats effectués un jour où il était supposément à Barcelone pour une conférence. La confrontation fut laide. Il n'eut même pas l'élégance d'avoir honte. Il était provocateur. « Ça ne marche plus, Carmen », avait-il dit, sa voix dépourvue d'émotion. « J'ai dépassé ça. Nous avons dépassé ça. »« Dépassé ça » avait-elle murmuré, sentant les mots comme des éclats de verre dans sa gorge. « Fernando, nous avons construit ça, notre vie, l'entreprise. J'ai écrit le code, j'ai conçu l'architecture et je l'ai vendu. Je l'ai rendu appétissant, » avait-il répliqué, son visage tordu par un ressentiment qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu crois que des hommes comme Javier de la Riva veulent t'entendre parler d'algorithmes avec du cognac et des cigares? Je nous ai rendus riches, Carmen, et j'ai besoin d'une partenaire qui puisse m'aider à naviguer dans ce monde. Pas une qui préfère être à la maison avec un ordinateur portable. » Le divorce fut encore pire que la trahison. Il utilisa tout le pouvoir de l'équipe juridique d'Alcazar et associés contre elle. Ils argumentèrent que sa contribution intellectuelle était du travail salarié, que la valeur de l'entreprise était le résultat de son habileté pour la vente et son leadership. Ils l'enterrèrent sous la paperasse, la saignèrent avec des frais juridiques. Chaque clause du contrat d'acquisition, chaque ligne de son accord prénuptial qu'il avait insisté pour signer, fut utilisée comme une arme contre elle. Elle sortit de la bataille avec l'esprit brisé. Il obtint l'entreprise, la majeure partie de sa fortune, le loft et la vie qu'ils avaient construit. Il lui resta un modeste accord, assez pour éviter l'indigence, mais conçu pour s'assurer qu'elle ne serait plus jamais son égale. Elle fut effacée de l'histoire de son propre succès. Le coup final, le plus cruel,
arriva quand il lui dit lors de leur dernière réunion « Je te fais une faveur, chérie. Tu n'as jamais été faite pour ce monde. Sois heureuse en étant brillante dans une pièce tranquille quelque part. » Pendant 6 mois, elle fut à la dérive. La douleur était un poids physique, une pression constante dans sa poitrine. L'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance ne l'avait pas seulement quittée, mais avait activement essayé de la détruire, de nier sa propre valeur. Elle se regarda dans le miroir et vit la femme qu'il avait décrite. Fade, académique, un fantôme d'un passé dont il s'était échappé triomphalement. Le point de bascule n'arriva pas avec une épiphanie dramatique, mais avec une étincelle de colère tranquille et têtue. C'était la colère d'une créatrice voyant sa création volée et mal utilisée. Elle commença à suivre les nouvelles sur son ancienne entreprise, Logos, maintenant une division au sein d'Alcazar et Associés. Elle vit que, sous la direction exclusive de Fernando, son innovation avait stagné. Il exploitait ses vieux algorithmes pour obtenir des profits, mais il ne créait rien de nouveau. C'était un gardien, pas un visionnaire. Cette étincelle de colère alluma son intellect. Elle se remit à coder, non pour une entreprise, mais pour elle-même. Elle reprit les idées centrales de son ancien travail et commença à les pousser plus loin, vers l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive propulsée par l'IA, des domaines que Fernando avait écartés comme trop théoriques. Elle travailla avec une férocité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, alimentée par le café et un besoin brûlant de prouver qu'il avait tort, non pas à lui, mais à elle-même. Elle mit sa recherche sur un serveur privé, la partageant seulement avec quelques collègues académiques de confiance. Elle ne savait pas que l'un de ses collègues jouait occasionnellement aux échecs avec un milliardaire reclus nommé Ricardo Montenegro. Le collègue, impressionné par son travail, le mentionna lors d'une partie. « C'est l'application la plus élégante de l'IA pour la prévision des marchés que j'ai vue, » avait-il dit. « Ça va tout changer. » Ricardo Montenegro était un homme qui avait construit son empire en identifiant et en investissant dans des technologies fondamentales qui changeaient le monde avant que quiconque ne voie leur potentiel. Intrigué, il demanda une introduction. Leur première réunion eut lieu dans un salon d'hôtel discret du quartier de Salamanca. Carmen était nerveuse, mais au moment où ils commencèrent à parler de son travail, son anxiété s'évanouit, remplacée par l'excitation familière de l'engagement intellectuel. Ricardo ne demanda pas pour son divorce ou sa vie personnelle. Il demanda pour ses modèles, ses ensembles de données, sa vision pour l'avenir. Il écouta vraiment, avec une intensité qui était à la fois intimidante et stimulante. Il la vit non pas comme l'ex-femme de Fernando, mais comme un esprit brillant et singulier. « Ce que vous avez construit ici, mademoiselle Herrera, » dit-il après 2 heures, ses yeux gris fixés dans les siens, « n'est pas une amélioration de votre ancienne entreprise. C'est un saut quantique. Alcazar et Associés, un produit. Vous avez une révolution. » Il fit une pause. Puis il prononça les mots qui changeraient sa vie. « Je ne suis pas intéressé par l'investissement. Je suis intéressé par le fait d'être votre partenaire. Je fournirai le capital, l'infrastructure et la couverture politique. Vous fournirez la vision. Nous construirons un empire et vous en serez la reine. » De retour au gala. L'onde de choc initiale de l'arrivée de Carmen commença à diminuer, remplacée par les courants implacables de commérage et de recalibrage. L'élite de Madrid était, par-dessus tout, transactionnelle. Chaque relation était un actif ou un passif, et en l'espace de 10 minutes, Carmen Herrera était passée d'une note de bas de page,
oublié à l'actif le plus précieux de la salle. Fernando et Sofia étaient maintenant sur une île invisible. Les personnes qui s'étaient efforcées de parler avec lui quelques minutes auparavant n'offraient plus que des sourires tendus et polis en s'éloignant. Leur trajectoire, mystérieusement, les emmenait vers l'attraction magnétique de l'orbite de Ricardo Montenegro. La température sociale autour de Fernando avait baissé de 30 degrés. Il n'était plus une étoile montante. Il était l'homme qui avait ruiné le soleil. Gregorio Fuentes, un gestionnaire de fonds spéculatifs à la langue notoirement acérée et un grand rival d'Alcázar et associés, se fit un devoir de passer directement à côté de Fernando. Il ne lui offrit même pas un salut. Il s'approcha de Carmen et Ricardo, sa voix résonnant pour que tout le monde l'entende. « Montenegro! Je pensais que tu avais hiberné! » s'exclama Fuentes, serrant la main de Ricardo avec une chaleur exagérée. Puis il se tourna vers Carmen, ses yeux brillants du délice d'un prédateur. « Et vous devez être l'architecte du projet Phoenix, dont j'ai entendu des chuchotements. Mon Dieu, les rumeurs ne vous rendent pas justice. » Carmen lui prit la main, sa prise ferme. « Carmen Herrera, c'est un plaisir. Bien que cela me surprenne que des chuchotements infiltrés, nous avons essayé de garder les choses secrètes. » Son ton était léger, mais il y avait un acier subtil en dessous. Ce fut une classe de maître de déviation, ne confirmant rien tout en attisant les flammes de l'intrigue. Fernando sentit son sang se glacer. « Projet Phoenix » De quoi parlait Fuentes? La conversation était un poignard. Fuentes était un joueur important, un homme dont le soutien pouvait faire bouger les marchés. Son salut public et enthousiaste à Carmen était un signal clair pour tout le monde dans la salle. Elle était la nouvelle créatrice de pouvoir. En ignorant délibérément Fernando, il envoyait aussi un autre message plus brutal. « Tu es une nouvelle d'hier. » Sofia, qui était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, parla enfin, sa voix tendue. « Fernando, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que le projet Phoenix? »« Je n'en ai aucune idée, » lança Fernando, sa frustration à fleur de peau. « Ce n'est probablement rien. Fuentes est un idiot théâtral. » Mais il savait que ce n'était pas rien. On n'obtenait pas l'attention de Ricardo Montenegro et Gregorio Fuentes avec rien. Une sensation de nausée commença à s'accumuler dans son estomac. Il l'avait sous-estimé. Non seulement il avait mal jugé son potentiel social, mais il avait échoué complètement et catastrophiquement à apprécier l'échelle de son intellect et de son ambition. Il l'avait vu comme un personnage secondaire dans son histoire. Sans jamais imaginer qu'elle était capable d'écrire une épopée propre, il observa Javier de la Riva réussir enfin à échanger quelques mots avec Ricardo. Fernando s'efforça d'écouter, ne captant que des fragments. Incroyable disruption, un nouveau paradigme. Alcázar et associés seraient très intéressés par une stratégie. La réponse de Ricardo fut calme, mais d'une finalité glaçante. Il désigna Carmen. Toutes les consultations stratégiques doivent être adressées à Mademoiselle Herrera. Elle est la PDG. C'est sa vision, pas la mienne. Je suis simplement un facilitateur. Les mots frappèrent les auditeurs proches comme un coup de tonnerre. PDG. Pas une petite amie, pas un trophée, pas une consultante. PDG. La femme académique tranquille que Fernando avait écartée était la directrice exécutive d'une nouvelle entreprise, soutenue par l'un des investisseurs les plus puissants de la planète. De la Riva, un homme rarement surpris, cligna des yeux une fois. Il tourna toute son attention vers Carmen, son expression passant d'une curiosité polie à un respect intense et concentré. « Mademoiselle Herrera, commença-t-il,
Son ton maintenant, celui d'un égal s'adressant à un autre. Peut-être pourrions-nous programmer une réunion pour la semaine prochaine. Bien sûr, Xavier, répondit Carmen, utilisant son prénom, avec une aisance qui exaspéra Fernando. Que vos gens appellent mes gens. Nous pouvons voir s'il y a un créneau. Que vos gens appellent mes gens. C'était la phrase de pouvoir ultime dans leur monde, prononcée avec une autorité si décontractée que personne ne pouvait douter qu'elle était à sa place. Fernando sentit une vague de rage possessive. Son patron, ses contacts. Elle usurpait son monde, utilisant le même langage qu'il avait une fois essayé de lui enseigner. La prise de Sophia sur son bras était maintenant douloureusement serrée. « Si, oh !» chuchota-t-elle, sa voix un mélange de stupeur et d'horreur. « Fernando, qu'as-tu fait ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, accusatrice et irresponsable. Qu'avait-il fait? Il avait commis le péché capital dans leur monde. Il avait mal calculé la valeur. Il avait échangé un actif fondamental, inestimable, pour un spéculatif et décoratif. Il avait échangé une mine de diamants contre un morceau de verre brillant. Les chuchotements autour d'eux devinrent plus forts, les évaluations plus explicites. Il l'a laissé pour la stagiaire. Mon Dieu, ça doit être le pire échange de l'histoire de la banque. J'ai entendu dire qu'il l'a dépouillée de toutes ses actions dans Logos. Si c'est vrai, elle a toutes les raisons de raser son monde. Elle ne va pas le raser, chérie. Elle va l'acheter en pièces détachées et le vendre comme de la ferraille. Le rire qui suivit ce dernier commentaire fut aigu et cruel. Fernando sentit son visage rougir de chaleur. Il voulut fuir, traîner Sophia hors de la salle de bal et loin des centaines d'yeux jugeurs. Mais partir maintenant serait un aveu de défaite. Ce serait une reddition. Alors il resta là, piégé sur son île d'impertinence, obligé d'observer la femme qu'il avait essayé d'effacer, devenir le centre de l'univers. Il la vit parler avec un journaliste technologique du Wall Street Journal. Puis, avec un analyste de Goldman Sachs, elle était fluide, sûre d'elle, passant sans problème des discussions sur la stratégie de marché aux nuances techniques de sa nouvelle plateforme. Elle était dans son élément. Il se rendit compte avec un sursaut nauséeux. C'était la femme qu'il avait rencontrée pour la première fois à l'IE, la visionnaire brillante et passionnée. Il n'avait pas détruit cette femme. Il l'avait seulement réprimée. Et maintenant, libérée du poids de son ego, elle avait ressurgi plus puissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Son regard se posa à nouveau sur Ricardo Montenegro. Le milliardaire observait Carmen. Un sourire subtil et fier sur son visage. Ce n'était pas le sourire possessif et réjoui que Fernando arborait en regardant Sophia. C'était un sourire d'admiration profonde et authentique. Il n'était pas son propriétaire. Il était son champion. L'idée était d'une certaine manière plus exaspérante que s'ils avaient été amants. Ce n'était pas une question de romance. C'était une question de pouvoir. Et Ricardo avait reconnu en Carmen un pouvoir que Fernando avait été trop aveugle pour voir. L'orchestre s'était depuis longtemps transformé en bruit de fond. Une bande sonore douce pour le drame intense qui se déroulait en chuchotement. La véritable musique de la nuit était la symphonie frénétique des murmures, le rythme staccato des prises de conscience et le crescendo des alliances changeantes. Fernando se sentait comme un homme observant sa propre exécution, incapable d'arrêter le processus. Juste au moment où il pensait que l'humiliation avait atteint son point culminant, Ricardo Montenegro s'éclaircit subtilement la gorge. Ce ne fut pas un geste bruyant, mais cela eut l'effet d'un coup de maillet dans un tribunal.
Les conversations dans son voisinage immédiat se turent. Il n'avait pas élevé la voix, ni cherché une scène, mais l'attention de la salle se contracta autour de lui. « Javier, dit-il, s'adressant directement au patron de Fernando. « Gregorio, il fit un signe de tête au rival des fonds spéculatifs. Puisque beaucoup d'entre vous sont ici, il vaut peut-être mieux être transparent. Cela nous épargnera à tous beaucoup de temps et de spéculation dans les semaines à venir. » Un cercle des personnes les plus puissantes de la salle s'était formé autour de lui. Une audience silencieuse et attendue. Fernando et Sofia étaient en dehors de ce cercle, suffisamment proches pour entendre, mais délibérément exclus de son étreinte. Ricardo posa une main légère sur l'épaule de Carmen. « Comme certains d'entre vous l'ont entendu, j'ai formé un nouveau groupe de capital risque, mais ce n'est pas mon entreprise. Je suis simplement l'investisseur principal. La compagnie s'appelle Phoenix Ascendant. » Le nom en soi provoqua un murmure parmi la foule. Le symbolisme était aussi subtil qu'un marteau et était dirigé directement vers Fernando. Une entité qui ressurgissait des cendres. « Phoenix Ascendant », continua Ricardo, sa voix calme et mesurée. « Ce n'est pas un autre fonds spéculatif. C'est une firme de gestion d'actifs propulsée par la technologie, construite sur une plateforme d'analyse prédictive révolutionnaire. Une plateforme qui utilise l'apprentissage automatique propriétaire pour anticiper les changements de marché avec un taux de précision de 94% dans nos modèles de backtesting. Une inhalation collective. 94% était un nombre impossible. Un saint Graal. Si c'était vrai, ce n'était pas seulement disruptif. C'était un événement au niveau de l'extinction pour les firmes qui dépendaient encore de l'analyse humaine et d'algorithmes plus anciens et moins sophistiqués. Des firmes comme Alcazar et Associés. Des firmes qui utilisaient la technologie que Carmen avait créée il y a une décennie. La tête de Fernando s'accéléra. Il connaissait l'algorithme de Logos de fond en comble. Il connaissait ses limites. Pour atteindre 94%, elle aurait dû résoudre des problèmes d'interprétation de données et de modélisation prédictive qui avaient laissé perplexes les esprits les plus brillants du domaine. Et il savait avec une certitude qui le faisait se sentir physiquement malade qu'elle y était parvenue. « La plateforme, dit Ricardo, ses yeux scannant les visages des auditeurs atterrés, a été développée à partir de zéro par la fondatrice et PDG de la firme, Carmen Herrera. » Il fit une pause, laissant tout le poids de la déclaration s'assimiler. Il ne présentait pas seulement sa cavalière, il oignait une nouvelle monarque. Carmen fit un pas en avant légèrement. Elle ne souriait pas. Son expression était d'un sérieux froid et imposant. Ce n'était pas une fête pour elle. C'était une salle de conseil. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix claire et ferme, résonnant facilement à travers le silence. Pendant trop longtemps, le monde financier a fonctionné avec des systèmes hérités. Puissants, oui, mais, en fin de compte, limités. Nous réagissons aux tendances du marché au lieu de les anticiper. Nous conduisons en regardant dans le rétroviseur. Phoenix Ascendant est la vue vers l'avant. Elle était si sereine, si complètement aux commandes. Le genre de bibliothécaire timide de la mémoire de Fernando était un produit de sa propre imagination trompée. Cette femme était une générale s'adressant à ses troupes et à ses futurs adversaires. Notre plateforme, que nous appelons Oracle, n'analyse pas seulement la performance passée. Elle intègre des données financières mondiales, l'intelligence géopolitique, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et même l'analyse des sentiments de sources de données non structurées en temps réel. Elle ne vous dit pas seulement ce qui s'est passé, elle vous dit ce qui est sur le point de se passer. Et pourquoi? Gregorio Fuentes lâcha un sifflement bas.
Ce n'est pas une entreprise, mademoiselle Herrera. C'est une licence pour imprimer de l'argent. Nous croyons que c'est l'avenir de la gestion d'actifs, répondit Carmen sans une once d'arrogance. C'était une déclaration de fait. Et nous lancerons notre fonds phare, le Fonds stratégique global ascendant, dans 2 semaines. La capitalisation initiale sera de 10 milliards d'euros. Une autre onde de choc. 10 milliards d'euros était un lancement monumental. C'était une déclaration de guerre. Cela signifiait qu'il ne commencerait pas à petite échelle. Il serait un acteur important dès le premier jour, capable de capter les meilleurs talents et de s'adresser aux plus grands clients institutionnels. Puis vint le coup final et dévastateur. Les yeux de Carmen, pour la première fois ce soir-là, cherchèrent délibérément ceux de Fernando. Ils passèrent devant lui, se fixant sur Javier de la Riva. « Je sais qu'Alcazar et Associés a eu un grand succès avec la plateforme Logos, » dit-elle, sa voix baissant légèrement, devenant plus intime, plus létale. C'était un outil brillant pour son époque, mais ses modèles prédictifs ont maintenant presque une décennie d'ancienneté. C'est, avec tout le respect, un outil analogique dans une ère numérique. Elle discréditait sa propre création, le fondement même du succès de Fernando et le centre de profit de sa firme, la qualifiant de relique. Nous avons déjà obtenu des engagements préliminaires de plusieurs grands fonds de pension et fonds souverains qui comprennent la nécessité d'évoluer, continua-t-elle. Et j'ai aussi le plaisir d'annoncer que le Dr Alvaro Tordesillas, anciennement chef de la stratégie quantitative chez Alcazar et Associés, rejoindra Phoenix Ascendant la semaine prochaine, en tant que notre directeur des investissements. Fernando sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alvaro Tordesillas. Tordesillas était sa superstar quantitative, la seule personne dans la firme qui s'approchait de comprendre les mathématiques derrière le système Logos. C'était l'avenir du département, et Carmen l'avait embauché. Ce n'était pas seulement un coup d'affaire, c'était une attaque personnelle et chirurgicale, éliminant un pilier clé de sa base de pouvoir. Le visage de Javier de la Riva était un masque de fureur tonitruante. Il lança un regard à Fernando, un regard qui transmettait une rage pure et non diluée. « Comment as-tu permis que cela arrive? Comment n'as-tu pas su? » La présentation était complète. Cela avait été une exécution publique menée avec la précision d'une stratège maître. Carmen n'était pas venue au gala pour se venger. Elle était venue lancer son empire. Le fait qu'il se construisit sur les cendres du monde de Fernando était simplement une conséquence de son ascension. C'étaient les affaires les plus personnelles et brutales qu'on puisse imaginer. Le cercle se rompit. Les chuchotements n'étaient plus des chuchotements. C'étaient des conversations excitées et frénétiques. Les gens se précipitaient pour féliciter Carmen, pour remettre leur carte de visite aux mains de sa nouvelle assistante, qui était apparemment apparue de nulle part. Le centre de gravité dans le monde financier venait de changer, et tout le monde se précipitait pour trouver sa place dans le nouveau paysage. Fernando resta immobile, observant le spectacle. Il n'était plus sur une île. Il était à la dérive dans un océan hostile, et la marée montait rapidement. Le trajet de retour à la maison dans la voiture avec chauffeur fut une étude d'un silence étouffant. Les lumières brillantes de Madrid se brouillèrent à travers les vitres, mais, à l'intérieur du véhicule, l'obscurité était absolue. L'énergie triomphante de la soirée s'était évaporée, laissant un résidu froid et toxique. Fernando regardait fixement devant lui, sa mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Sofia s'assit le plus loin possible de lui sur le siège en cuir. Les bras autour d'elle-même, la magnifique robe de Marchesa semblait maintenant un costume d'une pièce
qui s'était terminée en désastre. Elle fut la première à rompre le silence. Sa voix était plate, dépourvue de son habituel charme mélodieux. « Tu m'as menti. » Ce n'était pas une question, c'était un verdict. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Fernando, sa voix un grognement bas. Il était un animal acculé, prêt à s'en prendre à toute menace perçue. « Tu ne le sais pas? » Le rire de Sophia fut un son fragile et laid. « Le genre bibliothécaire, Fernando. La femme tranquille et simple qui ne pouvait pas gérer ton monde. Cette femme vient de présider une cour avec les personnes les plus puissantes de la ville et a annoncé un fonds de 10 milliards d'euros. Cette femme est une PDG. Non seulement elle a géré ton monde, mais on dirait qu'elle est sur le point de le posséder. C'est un hasard, lança-t-il, se tournant pour la regarder, ses yeux sauvages. Monténégro la soutient. C'est une sorte de projet vaniteux, une façon de se venger de moi. Sophia le regarda simplement, ses yeux bleus froids d'une clarté nouvellement découverte. « Tu crois vraiment ça? Tu as vu comment ces gens la regardaient? Comment ton propre patron la regardait? Il ne regardait pas la petite amie de Ricardo Monténégro. Il regardait une égale, peut-être même une supérieure. » Elle se pencha en avant, sa voix baissant à un chuchotement féroce. « Tu m'as dit que tu avais construit cette entreprise Logos à partir de zéro. Tu m'as dit qu'elle n'était que du personnel de soutien. Mais c'était son algorithme, non? Celui qu'Alcazar et associés a payé une fortune. Celui sur lequel toute ta carrière repose. » La rage défensive de Fernando commença à s'effondrer, remplacée par une panique désespérée. Elle a aidé. Nous étions une équipe, mais j'étais la force motrice. « Non, » dit Sophia, secouant la tête lentement. « Tu étais le vendeur, elle était le génie, et tu l'as vendue. Non seulement tu as divorcé d'elle, tu l'as effacée, et tu pensais t'en sortir. » Sa perception était terriblement précise. Elle voyait tout maintenant. Les mensonges qu'il avait racontés sur Carmen étaient des extensions des mensonges qu'il s'était racontés à lui-même. Son succès n'était pas seulement le sien. Il était construit sur une base qu'il avait volée. Et maintenant, l'architecte de cette base était revenu pour construire un gratte-ciel à côté de son bungalow en ruine. « Qu'est-ce que ça peut faire? » cracha-t-il, recourant à sa dernière ligne de défense. « L'argent et le statut. Nous avons une bonne vie. Je suis vice-président senior. Nous avons tout ce que nous pourrions désirer. »« Vraiment? » défia-t-elle, sa voix montant. « Ce soir, je n'étais pas ta femme. J'étais un accessoire, un symbole de ton amélioration. Et quand ton ex-femme est entrée, plus puissante, plus élégante et plus respectée que je ne pourrais jamais espérer l'être. En quoi cela m'a-t-il transformé? Le prix de consolation? La deuxième au classement? Tout le monde dans cette salle me plaignait, Fernando. Il me plaignait d'être avec l'idiot qui a laissé échapper le vrai prix. Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle perte financière. Il avait vu Sophia comme son trophée ultime, un témoignage de son succès. Il n'avait jamais considéré comment elle pourrait se voir elle-même. Il l'avait réduite à un objet, et maintenant, elle lui renvoyait cette objectivation. « Ce n'est pas vrai, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Ça ne l'est pas? Ton patron va te détruire demain. Alvaro Tordesillas, ton meilleur quantitatif, t'a abandonné pour elle. Ton plus grand rival, Gregorio Fuentes, s'inclinait pratiquement devant elle. Et toi, tu es resté là sans défense, le roi d'un royaume qui s'est avéré être en carton. » La voiture s'arrêta devant sa tour résidentielle étincelante, à Chambéry. Le portier se précipita pour ouvrir la porte, mais aucun des deux ne bougea. La dispute n'était pas terminée.
Alors de quoi s'agit-il, Sofia? Se moqua Fernando, une cruauté désespérée perçant dans son ton. Es-tu fâché parce que mon ex-femme a du succès, ou réalises-tu simplement que tu as misé sur le mauvais cheval? Une seule larme traça un chemin à travers le maquillage parfait de Sofia. Peut-être les deux choses, admit-elle, sa voix se brisant. Je pensais que tu étais un bâtisseur, Fernando, un créateur, mais tu ne l'es pas. Tu es juste un preneur. Tu as pris ses idées, tu as pris son entreprise, et tu as essayé de prendre sa dignité. Et ce soir, j'ai vu à quoi ressemble une femme quand elle récupère tout, et j'ai réalisé que je ne te respecte pas. Finalement, elle ouvrit la porte de la voiture et sortit sans l'attendre. Elle entra dans l'immeuble sans regarder en arrière. Sa robe blanche diamant ressemblait à un linceul à la lumière tamisée du hall. Fernando resta dans la voiture, le moteur bourdonnant doucement. Ces mots résonnèrent dans le silence. « Je ne te respecte pas. » Ce fut un rejet plus profond que celui qu'il avait donné à Carmen. Il avait quitté Carmen pour des raisons d'ambition et d'ego. Le rejet de Sofia se basait sur une évaluation fondamentale de son caractère. Elle avait vu derrière le rideau et n'avait rien trouvé là. Son téléphone vibra. C'était un message texte de Javier de la Riva. Il ne contenait que 5 mots. « Mon bureau, 7 heures. Ne sois pas en retard. » Le ton était glacial. Ce n'était pas une demande. C'était une convocation à sa propre exécution. Il savait de quoi traiterait la réunion. Il lui demanderait comment lui, l'homme qui avait été autrefois marié à Carmen Herrera, avait été complètement surpris par la formation d'un concurrent de 10 milliards d'euros qui venait de leur voler leur meilleur talent. Il lui demanderait pourquoi il n'avait pas profité de sa connexion pour faire en sorte qu'Alcázar et associés participent. Il lui demanderait d'expliquer le désavantage désormais évident que toute sa division soit basée sur une technologie obsolète créée par la PDG de son nouveau et plus dangereux rival. Il n'avait pas de réponse. Son plus grand atout, son histoire avec Carmen, était devenu son plus grand passif. Il avait emmené sa nouvelle femme au gala pour célébrer son arrivée, pour cimenter sa place au sommet. Au lieu de cela, il avait été démasqué. La façade s'était fissurée et l'homme qui était en dessous était petit, effrayé et complètement seul. Le grand salon n'avait pas été son couronnement. Cela avait été son autopsie publique. Et le reste du gala fut un flou pour Carmen, qui se transforma de fait en lancement officieux de Phénix ascendant. Elle se déplaçait parmi la foule, avec un calme qui semblait à la fois inné et durement gagné, n'étant plus l'ex-femme de personne, mais une PDG de plein droit. Plus tard, sur une terrasse tranquille avec Ricardo, il lui demanda ce qu'elle ressentait en voyant Fernando. Le triomphe qu'elle avait imaginé autrefois était absent. « Honnêtement, confessa-t-elle, sa voix ferme, j'ai ressenti très peu de choses. C'était comme regarder une photographie d'une autre vie. Il ne m'a pas brisé, Ricardo. Il m'a révélé. » La trahison l'avait dépouillée de tout sauf de son être essentiel, un être qu'elle avait enterré pour que sa vie fonctionne. Elle sentit une étrange gratitude, pas de l'amertume. La leur n'était pas une relation de romance, mais d'un rare respect mutuel. Il n'avait pas